d'entre vous connaissez déjà Giro, un beau fleuron québécois, leader mondial dans les logiciels de transport. Je crois qu'une bonne façon de vous décrire, c'est que nous sommes une vieille jeune entreprise, donc une entreprise de 40 ans, très bien établie, expérimentée, et en même temps une entreprise très dynamique, innovante, qui investit 30 de ses ressources annuellement en recherche et développement, ce qui nous a permis de demeurer leader et d'amener des innovations comme la plateforme de planification dont il sera question dans la présentation aujourd'hui. Comme vous le savez, la crise actuelle est un événement qu'on ne vivra qu'une seule fois dans nos vies. En tout cas, je crois qu'on l'espère tous. Et ça amènera des changements majeurs incluant nos habitudes de transport. Les impacts immédiats et temporaires sur l'achalandage font qu'il est actuellement très difficile de prédire à court terme l'achalandage sur les réseaux de transport. Sur le long terme, cette pandémie changera notre société, par exemple en accélérant la transition vers le télétravail, ce qui aura un impact permanent sur nos habitudes de transport également. Une fois la nouvelle normale revenue, une fois une nouvelle normale atteinte, il faudra donc probablement revoir nos réseaux pour les adapter à cette nouvelle normale. Pour illustrer l'utilisation des mégadonnées dans le cadre de la planification de réseau, nous allons regarder aujourd'hui un projet que nous avons fait avec LA Metro. Donc, LA Metro est l'autorité et l'opérateur dans la région de Los Angeles, opérateur multimodal, dont notamment 2000 bus. Dans les dernières années, LA Metro avait remarqué une chute importante de l'achalandage sur son réseau bus. Et donc, le projet NextGen, qui est une revue complète de l'ensemble de son réseau bus, cherchait à adresser ce décroît de l'achalandage en ramenant les gens vers le réseau et en particulier vers le réseau de l'autobus. Un projet très orienté client en utilisant des mégadonnées pour comprendre ses clients et adresser les changements pour maximiser le retour des usagers vers le transport public. Les mégadonnées qui ont été utilisées dans ce projet concernent principalement la matrice origine-destination, donc pour comprendre un peu les besoins en déplacement des usagers de transport dans la ville. Deux sources de données principales ont été utilisées. La billettique, donc reproduire à partir de la billettique une matrice d'origine-destination, ça a été une des sources. Et finalement, les téléphones cellulaires, donc les données de télécommunication ont été utilisées. La période de collecte a été de 6 mois. Et donc, pour avoir les usagers multimodales, les passagers, pas seulement les passagers de transport, mais également les gens qui se déplacent en utilisant d'autres modes comme le vélo ou l'auto, les données de télécom ont été utilisées. Ces données ont été utilisées pour nourrir l'outil de simulation d'impact passager qui a d'ailleurs été développé dans le cadre de ce projet. Donc, cet outil dont on parlera, on donnera un peu plus de détails sur ce qu'il permet, consomme ces données, ces mégadonnées, pour ensuite simuler chacune des paires d'origine-destination et pouvoir simuler l'impact qu'aura les changements des différents scénarios sur chacun de ces passagers. La première étape a été de calibrer cet algorithme pour tenir compte des différents facteurs qui influencent les trajets empruntés, dont notamment la durée de déplacement, le nombre de correspondances, le temps d'attente, le choix du mode, et ainsi de suite. Donc, une calibration a été faite à cet algorithme pour permettre de donner un facteur d'importance à chacun de ces éléments de décision des passagers. Entre-temps, LA Metro a généré de multiples scénarios, donc divers scénarios possibles de modification à son réseau, tant dans la structure que dans la fréquence de service, en utilisant la plateforme cartographique disponible dans NetPlan. Chacun de ces scénarios a été analysé sur diverses dimensions, comme par exemple l'accessibilité au réseau. Nous voyons ici dans l'exemple, on voit, je crois que c'est assez petit, mais vous pouvez bien le voir, on voit que le coût également de chacun des scénarios est calculé. C'est quelque chose auquel on reviendra plus tard. On se concentre surtout sur l'impact clientèle, mais gardez en tête que tout au long du projet, le coût de chacun des scénarios a été également fourni par l'outil
parce que le coût demeure aussi un élément important de la décision. Donc ici, on voit une analyse qui est principalement sur l'accessibilité du réseau, donc quelle zone, quelle statistique de la population a accès à chacune des lignes de transport. Un autre élément qui a été analysé pour chacun des scénarios est la couverture du réseau, comme par exemple, où est-ce que les gens peuvent se rendre en 15 à 30 minutes à midi à partir de North Hollywood Station, qui est le scénario utilisé ici. Donc, c'est ce qu'on appelle une carte, une heat map, ou une carte qui permet de voir à partir où, pour se rendre à une destination donnée, quelles sont les zones qui sont couvertes avec un temps de déplacement donné. Ensuite, en utilisant l'algorithme de simulation, ce qu'on voit ici, c'est qu'LA Metro a pu estimer l'achalandage prévu sur chacune des lignes du réseau. Donc, on voit ici colorer les lignes du réseau en fonction de l'achalandage attendu. Et finalement, une analyse a aussi pu être faite en termes de temps et de géographie, donc pour voir quelles sont les montées et les boarding, onboarding sur les arrêts. Merci. Donc, où est-ce que les gens quel volume de gens vont monter à bord ou descendre des autobus dans le temps tout au long de la journée. Après avoir présélectionné certains scénarios prometteurs, les résultats de simulation ont été comparés. Pour pouvoir comparer l'impact directement sur la clientèle. D'abord, le premier élément, la première dimension qui a été comparée, c'est quel nombre de clients seraient impactés par chacun des scénarios. Toujours par rapport à la référence, par rapport au réseau actuel. Ici, on voit que sur un total de 850 passagers ou aires d'origine-destination analysées, seulement 187 000 est impacté. Donc, ça, c'est les 187 000 qui sont impactés. On peut également le voir par région géographique et donc, sous différentes dimensions, on peut voir qui est impacté par les modifications proposées dans ce scénario en particulier. Ensuite, l'autre élément qui a pu être analysé, c'est comment ces clients impactés le sont en termes de temps total de voyagement. Qui est avantagé, qui est désavantagé en termes de répartition géographique, en termes de temps de voyagement, de braquettes de temps de voyagement, et ainsi de suite. Donc, quels pourcentages sont avantagés ou désavantagés? Et finalement, la dernière dimension est sur le nombre de transferts. Donc, sur le total de clients impactés, lesquels auront plus ou moins de transferts à faire avec les scénarios proposés. Donc, une analyse vraiment complète sur l'impact présumé, l'impact simulé de chacun des scénarios sur les passagers pour essayer de comprendre quelles seront l'influence sur leurs habitudes de transport si on implantait chacun de ces scénarios. Comme on a discuté plus tôt, comme je les avais mentionné plus tôt, la présentation s'est vraiment focusée sur l'impact clientèle parce que c'est là où les mégadonnées ont été utilisées. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, tout au long des analyses, tout au long de la construction des scénarios, le coût et le nombre de ressources nécessaires a toujours été calculé, pris en compte. C'est assez clair pour LA Metro, c'était une contrainte assez dure. Tout scénario proposé devait être dans une braquette de plus ou moins 10 % des coûts actuels du réseau de transport. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un tel outil ou est-ce qu'une telle étude ou est-ce qu'un tel projet s'applique au contexte actuel? Je crois que la réponse est assez claire. Je crois que dans le contexte actuel, avec un achalandage qui varie, qui est très difficile à prédire, ce n'est probablement pas le temps de faire une refonte complète du réseau, n'ayant pas vraiment de données sur lesquelles s'appuyer. Aujourd'hui, je pense que ce qui est requis,
avec un achalandage qui fluctue de façon assez rapide, c'est d'être beaucoup plus réactif, donc des changements plus fréquents, peut-être de moindre envergure en utilisant des données sur un échantillon plus court. Parlons par exemple de 2 à 4 semaines d'échantillonnage de données. Et lorsqu'une nouvelle normale sera atteinte, lorsqu'on sera sorti de cette pandémie, qu'on comprendra un peu plus quelles sont les nouvelles habitudes de transport des gens, eh bien là, c'est là qu'il sera peut-être intéressant de refaire une refonte complète du réseau en utilisant justement une matrice origine-destination sur un échantillon de 3 à 6 mois, un bon échantillage de données, et c'est là qu'un tel outil peut devenir encore plus puissant. Donc, certaines parties de la plateforme que je vous ai présentée peuvent être très intéressantes pour faire des petites refontes à court terme, être très réactif à court terme, et une fois sorti de la pandémie, la nouvelle normale atteinte, ça peut être un outil particulièrement intéressant pour revoir l'ensemble du réseau avec des changements, des ramifications plus importantes au réseau de transport. Merci beaucoup et merci encore de l'opportunité pour cette présentation. Si vous avez des questions, j'aurai le plaisir d'y répondre après les 3 présentations. Parfait. Merci beaucoup, M. Abla. Et je rappelle pour ceux qui viennent de se joindre à nous que vous nous parlez directement d'un hôtel à Hambourg. En tout cas, la qualité, moi, je l'aperçois comme étant parfaite. Donc, merci encore. Et justement, pour les gens qui viennent d'arriver, les questions, là, on va les adresser à la toute fin. Donc, vous avez simplement à les indiquer dans le chat en bas de l'écran et c'est moi qui en ferai la lecture au conférencier. Donc, merci encore. Notre prochain bloc portera sur la mise en place d'un service de transport à la demande, mais à des phases d'implantation différentes. Donc, pour débuter, nous allons entendre la présentation de André Costa de la Société de transport de Trois-Rivières qui présentera la nouvelle initiative de la STTR. Alors, à vous, André. Bon, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, parfait. Est-ce qu'il est juste être sûr que je share l'écran comme il faut? Bon, d'abord, merci là-dessus et merci Valérie pour cette opportunité. Aussi, tel comme messieurs, comme Giraud, la Société de transport des Trois-Rivières, c'est une vieille jeune entreprise, on pourrait dire société. Pourquoi? Parce que ces 2 dernières années, on travaille très fort dans l'innovation technologique et on a plusieurs projets en cours. On ne fait pas plus parce qu'il nous manque des bras. Et donc, voilà. Donc, on a 40 ans en ce moment. Cette année, c'est notre 40 ans des sociétés de transport. Et les transports à la demande, donc, j'imagine que tout le monde sait déjà qu'est-ce que c'est le transport à la demande. Pour nous, c'était quand même nouveau, une société de transport d'une ville moyenne, on pourrait dire comme ça, mais dans une grande ville, ça, c'est déjà un peu connu, les concepts. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on cherchait en gros comme qualité, comme avantage de transport à la demande? C'était surtout les parcours créés à l'aide d'intelligence artificielle pour optimiser le trajet. Aussi, les horaires des transits sont très flexibles, construits autour des besoins, du besoin de l'usager. Les déplacements plus courts grâce à l'optimisation des routes. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va faire les optimisations. On va faire un pool des usagers. Et on enlève les correspondances. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est un gros avantage pour les gens. Il n'a pas besoin de faire des correspondances. Aussi, l'attente de bus est réduite. On a plusieurs lignes qui l'attente, c'est d'1 heure, dépendamment des horaires aussi. Donc, on élimine ça. C'est un avantage pour l'utilisateur, la commodité d'utilisation. Et la réduction des frais d'exploitation et augmentation de l'efficacité. Ce n'est pas ça les cibles en soi, mais ça vient avec. Notre objectif, c'est de donner un meilleur service
Mais aussi, on a remarqué que pendant la pandémie, les bus se promenaient vides. Les gens travaillaient tout à distance, donc l'achalandage a beaucoup baissé. Donc, ça, je crois que tout le monde est déjà au courant de toutes les sociétés. Donc, ça, c'était un deuxième, on pourrait dire que ce n'était pas l'objectif principal, mais c'est un avantage qui ça vient avec. Donc, c'est ça qu'on ciblait en bleu comme principal avantage. On a d'autres, plusieurs petits détails où les clients peuvent voir dans les cellulaires. Les transports à la demande, la compagnie qu'on a choisie s'appelle Blaze Transit. Dans le fond, on se fait approcher par Blaze. C'est une start-up et l'application est quand même sharp, mais ce n'est pas encore mature. Mais ça s'améliore rapidement, on pourrait dire comme ça, et on a un bon service, une approche, des contacts très proches. Les réponses sont très rapides. Donc, l'application a un visuel quand même vraiment moderne. Donc, c'est user-friendly, c'est facile à utiliser pour les citoyens, aussi pour la gestion du bureau. Les démarches de la STTR, on a commencé en 2020. On en faisait des études de faisabilité. Donc, on a fait 6 mois de travaux. L'objectif, c'est voir, lorsqu'on a commencé à, OK, on va faire le transport à la demande, OK, mais on fait quoi? Donc, on savait, il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne connaissait pas trop. Donc, on a reçu on a fait plusieurs rencontres, des définitions de portée avec les fournisseurs, à l'interne aussi, rencontre des possibilités du service, des cahiers de données, donc des métadonnées, comme c'est quand même de quoi vraiment utiliser dernièrement dans le marché des technologies, des métadonnées et informations BI. Donc, on utilise beaucoup ça. Analyse technique et simulation. En fait, à la compagnie Blaze, il y a des gens qui sont spécialisés. On fait plusieurs simulations selon qu'est-ce qu'on veut faire comme portée. On a fait rencontre de suivi, ajustement. Donc, on a eu un premier résultat, on n'était pas vraiment satisfait, on a ajusté, on a eu un deuxième résultat. Donc, ça, c'est l'étude de faisabilité en 2020. Ça nous donnait une idée. Ben, on n'était pas prêt à aller en production ou faire un projet pour vrai, pour long terme. On voulait faire un pilote. Donc, on a décidé de faire un pilote avant de s'engager à quelque chose d'officiel pour long terme. Donc, notre deuxième étape, c'était d'organiser un pilote. C'est en 2021. Donc, on a travaillé avant la rentrée scolaire pour être prêt tout de suite après la rentrée scolaire. Donc, dans cette période, on a révisé tous les scopes, la portée du projet, les objectifs, on a fait d'adaptation, on a révisé les lignes qu'on allait opérer, on a fait des changements, des services et horaires, les polygones, parce que notre objectif, c'est d'avoir des moyens de résistance de la population, surtout on brise les paradigmes du service actuel. Donc, on ne voulait pas impacter les citoyens de façon négative. Donc, on voulait apporter un atout. Donc, surtout qu'il y a un gros travail de conscientisation, même à l'interne chez nous, pour comprendre c'était quoi vraiment le transport à la demande. Imaginez-vous pour les citoyens de tous les âges, et Trois-Rivières, une population quand même vieillissante. Donc, c'est quand même très important de travailler ici, de bien cibler nos publics. Donc, on a révisé les polygones à travailler, c'est-à-dire dans la charte, on a bien dessiné, c'est où qui est, dans la cartographie, où qu'on va travailler de la ville. Et là, on est ici en ce moment, dans la phase 3. On est mise en marche du pilote. On a commencé en 2021. Ben, sont 6 mois de projet. On va terminer en 2022. Là, nous, on est rendu
la semaine prochaine, c'est là qu'on va le déployer. C'était supposé d'être cette semaine, mais on a décidé de décaler un peu pour les 18. On a décalé une semaine. Bon, vous qui travaillez un projet, ou déjà vécu la vie de gestion de projet, décaler une date de Go Live, ça arrive souvent, mais c'est toujours pour les bons. Dans ces cas aussi, mais une semaine, c'est pas beaucoup de décalage à date. Donc, comme c'est un pilote aussi, on a laissé très clair aux citoyens à l'interne, il s'agit d'un pilote. On fait des tests, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et l'avantage, c'est qu'on peut améliorer en cours des routes. Notre objectif, c'est pas mettre un pilote fixe. À chaque mois, on va faire des petites adaptations et dépendamment, on peut faire même une grosse adaptation pour bien cibler ce qu'on veut. On a cette possibilité. C'est ça l'avantage d'un pilote. Donc, on a fait beaucoup de simulations du logiciel dans l'ab et aussi sur la route. On a fait un gros travail de conscientisation interne et citoyen. Donc, on a beaucoup travaillé dans communication et marketing ici, non? On a fait quand même beaucoup d'investissements là-dessus. C'était excellent, je trouve. Là, ça est devenu populaire quand même. En fait, mais on ne veut pas être trop populaire parce que c'est un pilote. Donc, on ne veut pas causer des frustrations ou rater notre shot. Donc, on a fait beaucoup de configurations système. C'est beaucoup de travail, d'ajustement et validation et configuration parce qu'on a des tablettes, on a des cellulaires, on a un cellulaire iPhone, un cellulaire Android, on a des tablettes qui vont dans le bord du bus, on a notre gestionnaire pour l'équipe de support. Donc, il y a beaucoup de configurations, et validations et tests. Donc, on pensait qu'on ferait tout ça en une semaine, les tests et validations sur la route. Malheureusement ou heureusement, ça a pris 3 semaines de tests parce qu'on était quand même exigeant et on n'a pas négligé des petites choses. Donc, on a travaillé avec une équipe dédiée, 3 personnes en testant beaucoup. Plus les fournisseurs sont venus sur place, nous aider à faire certains tests. Et ça nous a permis d'identifier plusieurs améliorations et ajustements. Et c'est une des raisons que les Go Live du pilote étaient décalés une semaine pour nous permettre d'avoir une application clean, facile pour l'utilisateur surtout. Mais l'objectif, c'est que le citoyen soit toujours assuré. On a fait beaucoup de formations. Donc, la formation, on ne peut pas faire trop avant parce que, par exemple, les chauffeurs, il faut si on forme trop avant, il va oublier. Donc, on a fait plusieurs groupes de formation d'administration, technique, TI, superviseur, chauffeur, même la direction a participé de certaines formations. Et on a fait le déploiement. Et là, on est prêt pour les 18 aller en Go Live, on pourrait dire comme ça, en démarrer pour les citoyens. On a pas mal rodé ici, on a pas mal fait on a fait beaucoup de déplacements, on pourrait dire comme ça, là, pour tester. Là. On n'a pas testé juste à l'arrière de l'ordinateur et fait des simulations. Non, on allait vraiment voir l'expérience client pendant 3 semaines. C'était vraiment intéressant. Donc, c'est quoi l'objectif? Donc, c'est-à-dire une phase 4. Est-ce que les pilotes étaient en succès? C'est quoi les leçons apprises? C'est quoi les plans de match pour l'avenir? Donc, là, on va avoir l'étape 4 en 2022 où on va avoir un fournisseur pour long terme. Donc, c'est ça.
les projets, on pourrait dire comme ça, la portée du projet, on a alentour de 200 000 $. Je pourrais dire comme ça. Je sais qu'il y a d'autres questions qui s'en viennent ou détails, mais le projet en soi, c'est pas juste, comme c'est une start-up, on parle pas juste du prix de la licence. On paye par licence. Au prix de la licence, on paye. Donc, il y a aussi une subvention que cette start-up reçoit du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi décidé de travailler avec eux pour encourager l'industrie locale, là. Donc, les entreprises locales québécoises. Donc, c'était ça, plus aussi, on pourrait travailler en partenariat pour faire évoluer leurs solutions. Et la portée que je parle, c'est tous les coûts, comme gestionnaire de projet, je parle très large, hein, de communication, RH, et tout ça, là. Donc, l'objectif du pilote, c'était connaître les systèmes et tester les possibilités pendant 6 mois. On a 6 mois pour faire des tests, des réussites et des erreurs. Donc, on a beaucoup de choses à essayer, on pourrait dire comme ça, là. Donner aux citoyens la flexibilité de prendre l'autobus selon les besoins, sans s'inquiéter avec les horaires, des lignes fixes. C'est ça l'objectif actuel. On a plusieurs objectifs, mais les pilotes, c'est ça. Donner la possibilité aux utilisateurs d'embarquer dans un arrêt X et débarquer dans un arrêt Y qui appartient à une autre ligne. Les arrêts, les bus, c'est arrêt à arrêt. OK? On fait pas, pour le moment, on ne fait pas arrêt à la porte chez quelqu'un ou l'entreprise qui travaille. Pour le moment, on n'aborde pas cette portée. On a arrêt à arrêt et sur certaines lignes. On a ciblé plusieurs lignes. Donc, on utilise les arrêts de ces lignes-là. Dans un avenir proche, on veut avoir la possibilité d'aller chercher l'usager hors de sa limitation actuelle, remplacer les taxibus, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne connais pas les contextes d'autres villes, mais nous, on a des taxibus qui va chercher l'usager qui est un peu éloigné de notre système de transport. Donc, il va chercher, il apporte la personne jusqu'à l'arrêt plus proche de chez lui. Donc, on a ces services que c'est une dépense de la STTR pour satisfaire certains résidents. Donc, on vise à remplacer le taxibus avec le transport à la demande. Bon, on fait des tests sur certaines zones. La possibilité de fonctionner dans les horaires flexibles. Par exemple, les employés qui travaillent à l'hôpital, l'industrie qui commencent très tôt au matin ou terminent très tard. Normalement, plus très tôt. Tard, on limite de minuit, à rentrer au garage minuit 20. Mais on peut avoir la possibilité de desservir les gens qui travaillent dans le service essentiel, comme l'hôpital aussi. Et la possibilité d'avoir des arrêts virtuels, c'est-à-dire l'arrêt virtuel, c'est un concept nouveau, on pourrait dire comme ça. C'est pas un vrai arrêt physique, donc c'est-à-dire on n'a pas une signalisation sur place d'un arrêt ou un abribus. C'est un arrêt virtuel où on pourrait cibler certaines entreprises qui y a beaucoup d'utilisateurs et on pourrait faire des arrêts virtuels dans ces entreprises-là. Mais ça, c'est un concept qu'on a et la fonctionnalité qu'on a dans le logiciel. Par contre, rendre ça pratique, on a besoin, on a beaucoup de travail là-dessus encore. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la carte de la Trois-Rivières, elle est plus large que ça, que vous voyez ici. Mais ici, on a pris les polygones, les places du projet, la zone d'actuation, ça va être ça, là. On travaille. Donc, sont 6 mois de projet. Bon, la date, c'est le 10 octobre. On a décidé pour tout début, là, début du projet, ça se peut, comme j'ai dit tantôt, on va faire des pilotes très flexibles, mais on va décider tout début de projet pour
éviter des erreurs ou éviter des problèmes. Faire une plage horaire de 18h40 à minuit 20. Donc, minuit 20 à l'horaire 40 au garage, à minuit, la dernière demande. Juste pour... on voit que ça devient quand même populaire, les transports à la demande à cause de notre travail de marketing et de communication. Donc, on veut limiter l'achalandage pour mieux gérer et après, on va élargir conformément les besoins ou les tests qu'on va le faire. Les services, c'est de lundi au vendredi, donc jour de semaine seulement. On a mis 2 véhicules à disposition. Ben, selon notre simulation, les 2 véhicules, c'est assez pour cette plage horaire et sur la possibilité. Et on risque de ne pas avoir de refus parce que, donc ça, on va voir. La simulation ordinateur, les métadonnées nous donnent la possibilité, l'information que 2 véhicules, c'est assez. Ben là, on va commencer nos tests. Donc, on a 2 chauffeurs sûrement, mais on a formé entre 6 et 7 personnes pour conduire le bus. Les projets ne vont pas remplacer les transports urbains, il va être un ajout. Il va fonctionner en parallèle. Parce que, comme on a dit tantôt, c'est un pilote. Les lignes d'opération qu'on va remplacer, qu'on va desservir, c'est les arrêts des lignes, 4 lignes, plus un Carrefour Savoir. Carrefour Savoir, si on a à l'université, on a beaucoup d'étudiants dans ces régions ici. Donc, on veut possibiliter les étudiants qui puissent se déplacer, d'aller de chez lui, de l'université jusqu'à chez lui, que ça pourrait être vraiment loin, au point du lac, nos régions éloignées. Et là, il faudrait prendre plusieurs déplacements pour s'y rendre ici. Donc, on donne l'opportunité de couper tous ces chemins. Les clients peuvent faire la demande 30 minutes avant son déplacement. Il doit être conscient qu'il peut avoir 15 minutes de délai, de tolérance. Il peut arriver 15 minutes plus tôt ou 15 minutes plus tard. C'est lui à décider lorsqu'il fait la demande. Bon, comme je disais tantôt, c'est une présentation de gestion du projet, dans le fond. Les enjeux du projet qu'on a identifiés au début et en cours. On travaille avec une compagnie en start-up. Le logiciel n'est pas encore très mature et on travaille là-dessus pour les rendre matures. On pourrait dire qu'on a vu beaucoup d'améliorations. Il n'est pas encore parfait. Les temps dédiés a été sous-évalué. Donc, on a passé beaucoup de temps de travail là-dessus dans le côté, nous, à l'STTR. Beaucoup plus que les doubles qu'on avait estimés. Briser les paradigmes actuels d'une ville comme Trois-Rivières, c'est difficile. Les gens n'ont pas tous la connaissance de c'est quoi le transport à la demande, même pas des Uber. On connaît beaucoup Uber, on fait des références à Uber, mais les gens ici, on n'a pas Uber ici dans la région. La conscientisation des usagers et employés, donc l'acceptation, donc c'est tout le travail qu'on fait graduellement pour tout ce que c'est nouveau, c'est facile d'avoir une petite réaction ou une petite résistance. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus pour la gestion du changement. L'intégration aux affectations actuelles. Donc, on a des interfaces à gérer. On a travaillé là-dessus aussi. Ça a bien été. Formation, c'est un enjeu pour nous parce que pour les chauffeurs, c'est la pratique et aussi la théorique aussi. Et l'engagement des points focaux du projet. On était chanceux que tous les gens étaient bien engagés, mais grâce à l'engagement des gens, on peut être en Go Live la semaine prochaine. Les gens ont pris à cœur, ils ont vraiment travaillé fort là-dessus. Bon, c'est tout pour moi.
Merci beaucoup, André. Donc, notre prochaine conférencière, c'est Cécile Lecoq, donc, qui nous trace de la Société de transport de l'Outaouais, qui nous trace un portrait du service de transport à la demande lancé cette année à la STO. Donc, à vous, Cécile. Merci, Valérie. On va mettre en place un service de taxibus électrique sur une plateforme style Uber. C'est le genre de promesse électorale qu'on entend ces jours-ci. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'innovations dans ce secteur-là, puis c'est très, on nous dit, les lignes fixes sont désuètes, donc il faut les remplacer à la demande, c'est la nouveauté. Que le danger, c'est peut-être de partir de la technologie puis de choisir où on va la tester au lieu de partir des besoins de la population puis de l'expérience client qu'on veut offrir, puis de voir ensuite quelle est la meilleure solution pour y répondre. Nous, c'est un peu l'approche qu'on a. On a une approche où on se concentre secteur par secteur chaque année. Puis, il y a quelques années, on avait envisagé le transport à la demande pour un des secteurs sur lequel on travaillait. Puis, suite aux consultations, finalement, on a décidé de travailler sur une refonte de réseau. Mais on a lancé en juillet dernier un projet pilote de transport à la demande dans les secteurs de Buckingham et Masson-Angers. Donc, on est à l'extrémité est de la ville de Gatineau, à une trentaine de kilomètres du centre-ville. On a à peu près 25 000 habitants dans le secteur, donc un peu moins de 10% de la population de Gatineau qui est répartie sur un territoire quand même assez vaste, avec une densité de 10 à 15 habitants par hectare. On a dans ces quartiers-là, on a des profils différents. Par exemple, à Angers, c'est des quartiers jeunes avec beaucoup de jeunes familles, alors qu'à Buckingham, on a des quartiers qui sont un peu plus vulnérables. Puis, on a une barrière naturelle qui est la rivière de la Lièvre avec seulement quelques traversées. Donc, c'est le secteur qu'on regardait. Puis, il y a quelques années, le milieu communautaire s'était organisé, un comité transport, puis il nous avait remis un rapport où il nous disait le réseau régulier avec une seule ligne régulière en dehors des heures de pointe ne répond pas à tous les besoins de déplacement. Puis dans ce rapport-là, on avait des anecdotes, des témoignages, puis on arrivait à la recommandation qu'on nous faisait de mettre en place une deuxième ligne régulière qui serait une ligne en boucle pour faire les trois secteurs à desservir et augmenter la couverture du territoire. Ce qui était délicat, c'est qu'on nous parlait d'une demande qui était latente, donc on n'avait pas vraiment de données. Puis en plus, à Gatineau, l'enquête origine-destination, elle date de 2010. On avait vu dans cette enquête-là, effectivement, que les secteurs de Buckingham et Masson-Angers sont les secteurs de la ville où on a le plus de déplacements qui se font à l'interne. Donc, on savait qu'il y avait vraiment une demande pour les déplacements locaux, mais on n'avait pas assez de données pour faire notre analyse. Donc, on est allé faire un sondage auprès de la population à l'automne 2019. On a fait ce sondage-là en partenariat avec le milieu communautaire qui nous a beaucoup appuyés. Ça nous a permis de rejoindre 700 répondants, aussi bien des utilisateurs du transport en commun que des non-utilisateurs, des automobilistes. Et puis, ça nous a permis de voir un peu quels étaient les besoins de déplacement locaux, puis de voir à quoi on répondait bien ou non avec le réseau régulier. Donc, pour qu'un transport en commun soit utile, il faut qu'il m'emmène où je veux. Donc, ça veut dire que je dois avoir un arrêt proche de mon domicile, de mon point de départ, puis un arrêt proche de ma destination. Puis, il faut que ces deux points-là soient reliés entre eux par le réseau. Puis, il faut aussi qu'il m'emmène quand je veux, donc qu'il y ait une bonne étendue, puis que la fréquence soit suffisante pour que j'ai un trajet au moment où j'ai besoin. Nous, dans le secteur de Buckingham et Masson-Angers, on a une seule ligne régulière en dehors des heures de pointe qui fait vraiment les trois secteurs et puis qui amène les gens vers le corridor du Rapidbus. Donc, au niveau des arrêts, on fait vraiment les trois secteurs, puis
Mais il y a quand même des endroits, des quartiers qu'on couvre moins bien. Donc, en particulier dans l'ouest de Buckingham, ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une zone commerciale ici sur le chemin Lépine. On a aussi une zone avec des petits commerces sur l'avenue de Buckingham. Puis ici, c'est un secteur qui était plus rural, mais on commence à avoir plus de développement immobilier. Donc, de part et d'autre, on a des zones qui sont moins bien desservies. Au niveau de la connectivité, mais à cause de la rivière et de la forme qu'on a choisie, c'est pas forcément évident de se rendre d'un secteur à un autre. Par exemple, de Masson ici à Angers, il faut faire tout le tour par Buckingham. Puis la fréquence, cette ligne-là, elle est aux heures parce qu'on n'a pas nécessairement la demande pour augmenter le service. Donc, ça reste limité en termes de possibilités de déplacement. Mais quand on regarde les besoins, ce qu'on nous suggérait, c'était une ligne en boucle pour aller étendre la desserte. Donc, peut-être que oui, avec cette ligne-là, on aurait amélioré, on aurait la couverture, donc on aurait eu plus d'arrêts, mais ce n'était pas nécessaire. On aurait peut-être eu de la difficulté à assurer vraiment une bonne connectivité parce que si on avait notre point de départ sur la ligne en boucle, puis notre destination sur l'autre ligne régulière, avec les fréquences qu'on pouvait offrir, ça aurait été difficile de faire une correspondance. Puis on a regardé pour augmenter le service sur la ligne 97, donc oui, on aurait répondu à la fréquence, mais les enjeux de couverture du territoire et de connectivité n'étaient pas réglés. Donc, on en est arrivé au transport à la demande en complément de notre offre de service régulière parce que ça débloquait les problèmes, parce qu'on peut ajouter des arrêts virtuels, c'est ce qu'on a fait pour étendre la couverture. Les parcours sont générés dynamiquement selon la demande, donc on n'a plus l'enjeu de cette connectivité-là. Et puis, la fréquence, mais avec un service sur demande, mais on n'a plus vraiment cet enjeu-là de fréquence. Donc, on a lancé le service STO à la demande en juillet, à la fin juillet, malgré la COVID, parce que les besoins de déplacement qu'on visait à desservir, c'était des déplacements essentiels. On parlait vraiment d'accès aux emplois, d'accès aux services de proximité. Et donc, pour nous, on voyait vraiment ce besoin-là. Et puis, ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que la baisse d'achalandage sur notre ligne régulière avait été moins forte donc sur cette ligne que sur le reste du réseau. Donc, on pensait qu'on avait une demande quand même assez forte pour débuter notre projet pilote d'un an. On est allé chercher des partenaires, donc en ce qui concerne la plateforme, on a fait un appel d'offres. C'était le premier appel d'offres pour une telle plateforme au Québec et c'est à l'issue de l'appel d'offres, c'est la firme Padam Mobility qui a été sélectionnée. C'est une firme basée à Paris qui fait maintenant partie du groupe Siemens. On est allé chercher aussi un transporteur parce que nous, on savait qu'on n'avait pas besoin d'une très grande capacité. Donc, on voulait des fourgonnettes conventionnelles et adaptées aussi pour offrir un service accessible. Puis, à l'issue de l'appel d'offres, c'est Taxi Loyal qui a remporté le contrat. Puis, on a donné un autre contrat à Transit. On a donc intégré le service de transport à la demande dans l'application Transit pour qu'il soit visible par les gens qui font des recherches d'itinéraires, puisque ça permet aussi, c'est de faciliter les déplacements intermodaux. Donc, si quelqu'un veut prendre le transport à la demande pour le premier ou le dernier mille, il est capable de faire un itinéraire combiné sur l'application Transit. Donc, c'est une belle technologie, mais il y a vraiment une courbe d'apprentissage, André nous l'a montré, puis pour tout le monde. À la fois pour nous, c'est des nouveaux outils, des nouveaux indicateurs à regarder. Puis, ce qui était vraiment complexe, c'est de réussir à bien intégrer le service avec le reste de notre réseau. On voulait permettre les correspondances. Il y avait toute la notion de la tarification parce que comme on est avec des véhicules taxis, on n'a pas de valideur dans les autobus. Donc, l'application de notre grille tarifaire, c'était tout un défi. Puis, l'accessibilité aussi qu'on voulait offrir. Du côté de notre fournisseur, notre transporteur, mais c'est aussi des nouveaux outils pour lesquels il faut former les chauffeurs et les répartiteurs. C'est des nouvelles procédures. On n'est pas dans un service de taxi, donc les étapes sont différentes. Puis c'est aussi l'enjeu de la réactivité parce qu'on peut avoir des délais de réservation qui sont très courts.
Du côté de la clientèle qu'on veut attirer, ben c'est vraiment toute une nouveauté, surtout qu'à la STO, on n'avait pas de service de taxi collectif ou de taxibus, donc la notion de réservation, elle n'existait pas avant. Puis c'est vraiment un obstacle par rapport aux lignes fixes, le fait d'avoir à réserver, puis comprendre ce nouveau service-là, c'est pas évident. C'est pas un service de taxi, c'est pas tout à fait l'autobus, il faut se rendre à un arrêt. Donc, c'était toutes ces notions-là qui sont que la clientèle doit s'approprier. Donc, la communication, c'est vraiment critique. On le voit dans tous les projets, les enseignements des projets de transport à la demande qu'il y a eu partout en Amérique du Nord, mais c'est toujours la conclusion que le marketing est vraiment critique. Donc, on s'est doté de plusieurs outils. On a fait une petite vidéo explicative pour expliquer en quelques secondes comment ça fonctionne. On s'est appuyé évidemment sur les réseaux sociaux. On a voulu simplifier au maximum les étapes pour la clientèle. Puis, on s'est appuyé sur notre réseau de partenaires du milieu communautaire qui nous soutient toujours dans ce projet-là. Donc, pour nous, c'est super utile d'avoir un centre local d'emploi ou une maison de la famille qui sont capables de parler du projet à leur clientèle parce qu'on savait que l'enjeu du transport pour l'accès aux emplois, pour l'accès aux services, c'était difficile, puis que ce projet-là peut répondre aux besoins. Donc, on a fait plusieurs phases de communication déjà depuis la fin juillet. Et puis, on mise vraiment sur l'expérience des clients actuels qui ont adopté le service, qui ont des très bons commentaires d'ailleurs, et sur le bouche à oreille avec la possibilité de parrainer d'autres personnes à même l'application mobile. Donc, les premiers constats après 2 mois et demi de service, c'est que vraiment, on voit ici les patterns de déplacement. On voit que c'est vraiment les déplacements locaux. En fait, on a assez peu de déplacements en correspondance vers notre ligne locale. C'est assez similaire à ce qu'on s'attendait. On a le centre de Buckingham ici où il y a beaucoup de déplacements qui se destinent ou qui originent de là. On a à peu près un quart des déplacements pour lesquels soit l'origine ou la destination n'étaient pas desservis par notre réseau régulier. Donc, on voit qu'on a bien réussi à étendre cette couverture-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le secteur se prête vraiment bien au jumelage. Ce qui était difficile pour nous à faire avec le réseau régulier. On est capable vraiment d'avoir cette flexibilité-là dans l'algorithme, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de déplacements qui traversent la rivière, mais l'itinéraire, par quel pont on traverse, va être choisi en fonction des autres demandes de réservation. Donc, on va pouvoir passer d'un côté ou de l'autre de la rivière pour aller réussir à grouper les clientèles. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on voit d'après nos réservations, mais on veut aller chercher plus d'informations auprès de la clientèle. Et donc, pendant l'année du pilote, on va faire plusieurs sondages récurrents auprès de nos clients pour savoir ce qu'ils en pensent. Parce que, oui, on est parti des besoins du client, mais on veut aussi évaluer le pilote par rapport à la performance du projet, mais surtout par rapport aux besoins auxquels on tentait de répondre. Ça fait le tour de ma présentation. Je vous remercie. Puis, on va pouvoir prendre les questions. Merci beaucoup, Cécile. Très intéressant. En fait, toutes les présentations étaient vraiment pertinentes. Donc, il nous reste 9 minutes et je vois qu'on a quand même quelques questions. Je vais vous les lire. Et ensuite, comme je mentionnais, là, je vous invite à rester ici et avec la technologie, là, on va nous transporter vers la salle virtuelle principale pour le mot de la fin. Donc, en tout cas, restez. Je pense que ça va faire plaisir aussi à notre président qui va vous adresser un beau message là, dans le cadre de son dernier colloque à titre de président du CA de la STM et de la TUC. Donc, pour les questions, OK, excusez-moi. Donc, nous avons une question qui s'adresse à André Costa. Donc, est-ce que la portée du projet a changé entre la phase 1 et la phase 2? Oui, absolument a changé. En tout début, on pensait en prendre plus les régions éloignées,
des pas grands achalandage, des baisses d'achalandage, surtout aussi à cause de l'effet de la pandémie. Mais en cours des routes, on a décidé de donner aussi des services à des régions qui ont des gros achalandages, comme les étudiants. Donc, on a adapté beaucoup notre besoin, là. Donc, on n'était pas fixe, on a changé à plusieurs reprises. Parfait, merci. Autre question aussi pour André. Est-ce que vous craignez une cannibalisation des lignes fixes ou y a-t-il une condition de non-concurrence entre le transport à la demande et les lignes régulières? Je pense que ça donne la possibilité, la cannibalisation, c'est un bon point. Je pense que ça donne une flexibilité d'adapter les services, c'est-à-dire dans certaines régions plus éloignées, utiliser le transport à la demande et les ressources des bus, des lignes fixes, avoir plus de ressources dans ligne qui est plus achalandées, à plus de bus à disponibilité des citoyens et des zones plus éloignées prendre des transports à la demande. Donc, je pense que notre objectif, c'était pas c'est augmenter les services et pas réduction ou pas cannibaliser. Il y a certains changements qui peuvent se faire, mais l'objectif, c'est pas ça. Tout à fait, merci. Donc, cette fois-ci pour Cécile, donc dans la planification du déplacement avec Transit, est-ce que l'usager peut faire sa réservation de déplacement directement par Transit? Et comment gérez-vous les correspondances avec les lignes régulières? Merci Jean-Baptiste. Nous, ce qu'on a choisi comme niveau d'intégration, on a choisi de ne pas aller jusqu'à l'intégration native qui aurait fait que finalement l'application de PADAM était plus nécessaire. On a fait une intégration par de type client profond. Donc, le client voit les disponibilités en transport à la demande, mais pour réserver, il est redirigé vers l'application de STO à la demande. Puis, pour les correspondances, la façon dont on le gère, donc on a défini, nous, un lieu central de correspondance avec le réseau régulier parce que c'était plus facile à gérer de cette façon-là, qui est un stationnement incitatif. Et puis, ce qui était délicat, c'est au niveau de la tarification, d'avoir la possibilité de faire une correspondance parce qu'on n'avait pas la carte à puce ou des billets de correspondance qu'on remettait à notre transporteur. Donc, en fait, la portion du déplacement en transport à la demande dans un cas de correspondance vers le stationnement incitatif, elle est gratuite et le client paye à bord de l'autobus. Donc, c'est la façon dont on l'a géré. Ça faisait partie des petits défis de conception du service dont je parlais tout à l'heure. Parfait, merci. Une autre question pour vous, Madame Lecoq. Donc, est-ce que la STO pense éventuellement offrir le service à la demande elle-même ou la sous-traitance reste la meilleure option pour vous? Pour l'instant, on est vraiment dans un projet pilote dans lequel la capacité dont on avait besoin, c'était vraiment avec des véhicules. Donc, dans ce cas-là, c'était dans le fond, l'industrie du taxi, avec la loi 17, des transporteurs privés qui s'y prêtaient le mieux. On verra par la suite si on veut offrir ce type de service dans d'autres secteurs. Puis à ce moment-là, ce qui sera le plus propice, il y a vraiment toutes sortes de types de services, donc on n'est pas fixé là-dessus. Parfait, merci. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En fait, j'ai avisé le technicien là, qui nous transfère dans la salle principale. Ce que je voulais juste vous dire à la toute fin, en fait, merci là, à nos conférenciers, merci aussi aux participants pour votre présence, mais également pour vos questions très pertinentes. Donc, toutes les conférences, autant celles d'hier que d'aujourd'hui, ont été enregistrées et seront disponibles sur notre site Internet, donc le atuc.com. Donc, merci, bonne fin de colloque et on attend d'être transféré dans l'autre salle.